Bonjour Madame Don Victorine. Bonsoir monsieur. Vous êtes en bonne santé? Très en bonne santé comme vous pouvez le constater. Et qui êtes-vous Madame Don Victorine? Je suis une jeune Camerounaise âgée de 32 ans, résidente jusque-là à Dubaï. J'étais jusque-là résidente à Dubaï et je suis au Cameroun depuis pratiquement 9 jours. Je suis là pas parce que je voulais, mais simplement parce que j'ai été victime d'une mésaventure, plus précisément d'un kidnapping qui a eu lieu au Congo. Je quitte Dubaï parce que je dois rejoindre la France via la personne de monsieur Dikan Lionel qui m'a été collectée par mademoiselle Lynn, qui est une amie à moi, bref pas une amie, une collègue à qui je confie tout ce que j'ai sous le cœur parce que déjà nous ne sommes pas plusieurs Camerounaises dans la société. Je veux noter que la société c'est Transguard Group, une compagnie aérienne à Dubaï, l'une des meilleures et des plus grandes, qui travaille en partenariat avec Emirates. C'est ma deuxième compagnie. J'ai été d'abord hôtesse dans un grand hôtel, plus précisément l'hôtel City Premier Hotel Apartment. Bon, j'ai vécu 5 ans à Dubaï. J'y suis allée en 2015 et je sors de Dubaï pas comme je voulais. Je sors par la petite porte parce que je suis victime d'une mésaventure. Merci beaucoup. Qui est Pablo Prio Campbell? Pablo Prio Campbell, c'est le patronyme Facebook de mon frère jumeau qui vit en Allemagne et qui est la personne de, je pourrais dire mon ange gardien, mon petit ange gardien, celui qui a financé mon voyage parce que je travaillais certes, mais je ne voulais pas investir mon argent dans mon voyage parce que je voulais m'établir au pays. Mais il a jugé que je pouvais m'épanouir davantage dans un pays plus libre, quoi. Et voilà pourquoi il a voulu que je sois à côté de lui. Il trouvait que c'était la meilleure façon de me rendre heureuse. Alors, sans vous manquer de respect, mademoiselle, toute l'Afrique, le monde entier a tremblé sur la toile à propos de ton kidnapping au Congo, dans la ville de Pointe-Noire, publié par Pablo Prio Campbell. Des photos, ton passeport, des images et ses pleurs. Ma chère demoiselle, tu as été la victime, celle qui maîtrise le contenu de la réalité et de la vérité de cette mésaventure. Relate-nous, ma très chère. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Parce que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas par quoi commencer parce que vraiment c'est une histoire qui me tombe sur la tête. Si on m'avait raconté cette histoire avant, moi-même je n'aurais pas cru à cette histoire. Donc j'aimerais savoir ce que vous voulez exactement savoir sur ce qui s'est passé parce que beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses, je peux vous l'affirmer. Et en quittant Dubaï, par exemple? Je quitte Dubaï sous la contrainte de M. Dikan Lionel. Il s'était arrangé à s'assurer que je quitte Dubaï de la façon la plus mauvaise parce que cela aurait arrangé son planning. Il était question pour lui de s'assurer que j'étais mal en point parce que je quitte Dubaï très tard dans la nuit. Très tard dans la nuit, je fais mon test Covid à minuit et franchement, c'était une histoire abracadabrante. Et il ne faisait que changer l'emploi du temps. Je quitte à Dubaï un jour alors que mon voyage avait été planifié 2 ans plus tôt. Je pourrais dire 2 mois plus tôt, mais après il me fait comprendre que la fille qui devrait
me prendre au Congo, n'est pas là, elle est au Gabon, donc il faudrait que je l'attende. Après, c'était quoi? La fille faisait chanter, donc il préférait arriver au Congo avant moi pour me recevoir. Donc il y avait beaucoup d'histoires, mais je me suis dit, mon frère aussi m'a dit, Victorine, tu n'as jamais été en Europe, aie l'humilité d'écouter ceux qui sont en Europe, aie l'humilité de faire comme on te demande de faire. Donc j'ai même démissionné de mon travail sans préavis. Les droits qui me revenaient, je ne les ai pas eus parce que je démissionne et je demande moins de 48 heures pour être libéré. Donc c'était tout un cocktail de buzz et de bad buzz. Vraiment, bref. La mésaventure était une grande mésaventure. J'ai fait la confidence à mon frère Jérôme que le monsieur n'était pas quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Car il était très versatile. Il changeait de temps en temps le programme. Je peux déjà dire que mon billet d'avion Dubaï-Congo a été changé 2 fois, ce qui me fait penser que c'était un monsieur qui avait planifié son coup beaucoup d'années plus tôt grâce à l'aide de mademoiselle Lee. Oui, parce que mademoiselle Lee me connaissait et savait que Dubaï ne m'intéressait pas vraiment, mais que j'avais un grand rêve, celui de voir mon frère, parce que mon frère m'a quitté un jour sans préavis aussi, sans préparation. Donc j'étais prêt à le rencontrer, j'étais enthousiasmé, j'avais le vent en poupe. Donc j'étais prêt à prendre le premier vol qui m'emmenait en Europe. Si je n'étais pas quelqu'un qui travaillait dans une structure respectable, j'aurais même pris l'avion, entré dans l'avion et je dis pas que je m'en vais voir mon frère. Mais je me suis retenue et quand M. Lionel est venu, c'était quelqu'un de très professionnel. Il avait les bons mots à la bonne place, il avait la bonne tenue, il avait le bon ton. Mais je l'ai dit à mon frère et mon frère ne m'a pas cru parce que M. Lionel s'arrangeait toujours à nous mettre à couteau tiré. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur l'introduction de cette mésaventure. Et nous continuons avec cette question. Oui, monsieur. Comment s'est passé les transactions de ton voyage? Les transactions de mon voyage, si je vous les donne, cela ne sera pas honnête parce que les transactions de mon voyage se sont faites hors de la portée de Dieu. Elles se sont faites en Europe, je crois à Mulhouse, parce que mon frère devait quitter de temps en temps l'Allemagne pour Mulhouse. Bref, dans l'intervalle, le temps qui a encadré ma mésaventure, mon frère a dû quitter l'Allemagne pour Mulhouse tout le temps pour lui remettre l'argent personnellement et chez lui. À Mulhouse, rue c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas les détails de comment la transaction se faisait, mais chaque fois que la transaction se faisait, monsieur Lionel pouvait me donner une date, pouvait me dire que Victorine, t'en fais pas, ton frère vient de lui donner l'argent, et là tu es prêt, tu vas voyager dans quelques minutes, dans quelques jours. Et après 3 semaines, quand l'argent avait été gaspillé, je pense, la date était changée encore et encore. Ensuite, il y a une autre question. Et
Mademoiselle donc Victorine, pourquoi vous faites la confidence à votre frère de manière péremptoire à la personne de M. Diika? Comme quoi il est versatile et dangereux. Car c'est très malsain de votre part. Excusez-moi, monsieur, c'est vrai, c'est pas déjà gentil de prime abord de parler de quelqu'un en mal alors que vous n'avez pas donné le temps à cette personne de faire ses preuves ou alors de vous prouver qu'il est quelqu'un de bien. Mais monsieur Diika m'a donné toutes les preuves qu'il était quelqu'un de faux. Pourquoi? Parce que il ne tenait jamais à une promesse. La première fois que je suis censée aller à Pointe-Noire, c'était le 11 octobre 2020. Mais quand je l'appelle le 9, je lui dis, monsieur Diika, vous savez que je dois voyager et normalement, je dois prendre mon test de Covid-19. Je vous appelle juste pour me rassurer que vous êtes d'accord que je puisse prendre mon test Covid. Et là, monsieur Diika me dit, laisse-moi appeler la fille qui devrait te recevoir. Je crois qu'elle est déjà sur Pointe-Noire. Mais quand il répond, après il me dit, non, la fille, cette fille, elle n'est pas sérieuse. Moi, j'aime pas les gens qui me font chanter. Vraiment, j'aurais voulu que tu sois avec elle. Mais à ce niveau-là, je crois que tu vas attendre que je vienne te récupérer. C'est ainsi que la date du 11 est décalée. Mais elle est décalée, on ne me donne pas une date exacte. Je reste à Dubaï à mes frais parce que je peux signifier que je n'étais plus en compagnie, j'étais sortie, j'avais déjà dépassé les jours de préavis que j'avais donné à mon employeur. Donc j'étais à mes frais, j'étais dans une maison que j'avais louée. Il fallait que je mange, il fallait que je me nourrisse, il fallait que je me déplace, il fallait que, bref, c'était une nouvelle vie. J'attendais impatiemment qu'il me donne un jour. Il ne m'a jamais donné un 2 jours. Mais là, après, j'appelle la fille, je lui dis, ma chérie, tu sais comment Dubaï ça se passe ici. Quand tu y es, tu as le overstay, comme on le dit, tu as le overstay d'un jour. Le premier jour, c'est 300 dirhams. Après, ça commence à grimper très rapidement. Donc, s'il te plaît, mademoiselle, explique à ton beau-frère, le mari de ta sœur, que je veux bien continuer à jouer le jeu ou alors à laisser les choses se passer comme il voudrait que ça se passe. Mais là, je ne peux plus rester à Dubaï parce que mes jours sont limites. Je veux un jour exact pour aller à Pointe-Noire parce que je n'ai plus de problème avec ma compagnie, je n'ai plus de problème avec moi-même, mais là j'ai le problème avec le pays dans lequel je suis résidente. Alors monsieur Lionel me dit, ok, je vais te prendre un billet, mais donne-moi du temps. Mademoiselle Victorine, non, vous avez bien compris. Je crois que vos effets personnels, vous allez nous raconter. Et pouvez-vous nous raconter la sortie de Dubaï et l'entrée du Congo? Monsieur, l'entrée de Dubaï, la sortie de Dubaï et l'entrée au Congo est abracadabrante. Déjà, monsieur Lionel me donne le billet qui devait me faire rendre au Congo à 18h. À 18h, et je devais voyager le lendemain à 18h. C'était un 24 heures chrono. Il fallait déjà que j'aille à l'aéroport vérifier que mon billet avait été... Je devais aller confirmer mon billet, ce que j'ai fait en premier lieu. Après avoir confirmé mon billet, il fallait que je fasse un test Covid. Le test Covid se fait en 24 heures. Mais là, il fallait que je fasse le tour de Dubaï pour trouver une clinique où je pouvais faire le test Covid en 12 heures. Parce que je sors de l'aéroport aux environs de 20 heures.
pour confirmer mon billet, pour m'assurer que oui, et dire à la compagnie, je vais voyager. La compagnie me dit, tu ne vas pas voyager parce que tu n'as pas de test Covid. Je leur dis, je parie sur ma vie, j'aurai un test Covid. Je sors à 20h et je fais le tour de la ville de Dubaï parce que je cherche là où je peux faire le test en 12 heures. Je fais le test de Covid à 23h pour être certain que aux environs de 13h, je pourrais avoir le test Covid parce que à 17h, je devais être à l'aéroport. C'est ainsi que je quitte Dubaï par la compagnie Ethiopian et on me laisse, je quitte à 17h, j'arrive aux environs de 20h, 21h, on commence à nous partager les chambres au niveau de la compagnie aérienne parce que c'était l'hôtel de la compagnie. Je dors à l'Éthiopie et à 7h, je devais me réveiller pour aller au Congo à Pointe-Noire. Mais rassurez-vous, Monsieur Lionel ne m'a pas laissé dormir parce qu'il fallait qu'il me demande comment était le voyage, comment j'ai pris le test Covid. Mon frère, il fallait que je lui fasse le rapport de ce que je suis bien arrivé. Donc, c'était des journées interminables. Mais à 8h, on décolle de l'Éthiopie. Oui, de l'Éthiopie pour Pointe-Noire. Et on arrive à Pointe-Noire aux environs de 13h parce qu'on avait même fait une fausse atterrissage parce qu'il y avait de l'orage. Et ainsi, on arrive à Pointe-Noire. J'arrive à Pointe-Noire, mais j'avais déjà l'assurance que j'étais dans un bain froid. Pas froid, mais vraiment glacial. Parce que quand j'arrive, on ne me donne pas le cachet d'entrée à l'aéroport. On ne me donne pas le cachet d'entrée. J'entre à l'aéroport comme si j'étais un fantôme. Et quand j'arrive devant la jeune fille qui devait me recevoir, elle avait déjà les photos de moi dans la cellule de communication de Covid. Comme si j'avais voyagé avec quelqu'un qui était proche, soit à Lionel, soit à la fille, soit à Madame Lee, soit à un membre du gouvernement qui était infiltré. Je ne peux pas déjà dire qui était la personne qui me filmait. Il est probable que de Dubaï à Pointe-Noire, j'avais été filmé tout le trajet. Donc ça, c'est ce que je peux dire pour mon arrivée à Pointe-Noire. C'est ainsi que la jeune fille me prend sous une pluie battante et elle m'emmène à 35 km de l'aéroport. Chère mademoiselle, qui est cette dame? Mademoiselle Bwanga Adjé. Mademoiselle Bwanga Adjé, c'est la fille en question qui est venue me chercher à l'aéroport. Je ne la connais pas, je la connais de nom, je ne la connaissais pas de nom. On m'avait parlé d'elle, M. Dika m'avait parlé d'une fille qui serait au Gabon et qui serait celle qui devait venir me récupérer comme elle est une businesswoman. Elle ne pouvait pas être là par rapport à son emploi du temps. Donc c'est elle qui vient de me rencontrer. Mais honnêtement, je ne la connaissais pas avant. On m'avait parlé d'elle, mais on ne m'avait pas donné son nom. C'est le jour du voyage, notamment à 18h, quand je suis au point de prendre l'envol de Dubaï, on me donne son numéro de téléphone. Et je pose avec elle, elle me dit effectivement, elle va me recevoir. Je lui dis que je suis vraiment touchée qu'en moins d'une heure, elle accepte de me recevoir. C'est chez elle que je vais vivre tout ce temps. Oui, c'est chez elle que je vais vivre. Les premiers jours seront assez paisibles parce que je suis quelqu'un qui fait dans l'hôtellerie. J'ai la langue facile, j'ai une ouverture d'esprit. Mais après, je vais être muselé de plus en plus. Oui, on comprend vraiment nos aventures commencent. Dès qu'il a commencé depuis Dubaï. Et j'aimerais vous poser encore une autre question. Oui, concernant
Est-ce que, qui vous permet d'affirmer que M. Dihika est la personne qui envoie Mademoiselle Luanga vous chercher? Je suis certaine que c'est M. Dihika parce que c'est lui qui me donne son numéro au niveau de Dubaï. Ça, c'est d'un. Et de deux, quand je rencontre la dame, elle me dit, je viens de la part de Lionel. Et elle me dit, Lionel, c'est mon frère. Voilà comment elle me présente Lionel. Lionel, c'est mon demi-frère. Je dis demi-frère, elle me dit oui, c'est mon demi-frère. Je dis merci, c'est vraiment gentil pour vous de me laisser vivre chez vous. Mais il faut noter que j'ai longuement causé avec M. Lionel Dihika. Je lui ai dit que je suis une personne assez pointue sur les détails et que je voulais vivre à l'hôtel. Comme il m'avait dit que la fille l'avait fait chanter au début, donc de peur que je sois aussi une victime du chantage, je préfère vivre à l'hôtel. Mais M. Dihika insistera, il me dira, il te faut un entourage qui te permettra de te préparer psychologiquement à voyager. Il faut noter, je vous en prie, que je ne savais pas que je voyageais avec une identité X. Parce que M. Dihika, on me l'a présenté comme quelqu'un qui avait une cellule de voyage bien organisée. Et donc, professionnel. Et officiel. Et officiel. Merci. Une agence de voyage. Une agence de voyage internationale. Et M. Dihika, un homme de gabarit, présentable, très beau, très éloquent. C'était un chef d'entreprise. Quand je l'ai vu, j'étais confiante. Ça me fait rire. C'est vous les femmes. Vous voyez les gens dans les images. Vous l'appréciez déjà. Oui, c'est facile d'apprécier quelqu'un qui est très éloquent, qui ne refuse rien, qui est ouvert à toutes les questions, qui vous amène même jusqu'à chez lui dans son intimité et qui peut même jusque-là vous raconter que son petit ami, qui est un homme, il a passé son temps à le caresser la nuit. Il peut aussi vous dire que la sœur sa belle-sœur est mariée et dans son mariage, elle a une fille qui couche avec son beau-père. Donc, il s'est ouvert totalement à moi et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux m'ouvrir à lui. Et arrivé à Pointe-Noire, vous êtes avec Mademoiselle Luanga, qui t'a kidnappé au juste? A priori, et à première vue, selon moi, c'est Mademoiselle Luanga qui me kidnappe. Parce que le traitement qu'elle me réserve n'est pas différent d'un kidnapping. Pourquoi je le dis? Parce que je n'ai pas le droit de parler à un inconnu, je n'ai pas le droit d'aller à la boutique. Elle est là à 24 heures sur 24 à côté de mon lit. Quand je me lave, c'est elle qui me donne de l'eau. Quand je lui dis que non, je veux puiser de l'eau moi-même, elle me fait savoir que chez eux, les femmes ne puisent pas l'eau. La puisée de l'eau est réservée aux hommes. Quand je veux balayer la cour pour m'acclimater, elle me dit que non, je ne devrais pas le faire parce qu'on lui a dit que je suis une femme très compliquée. La personne lui a dit que je suis une personnalité et donc elle ne voudrait pas être mêlée à une incompréhension de la personne qui lui a confié la mission de me garder. Surtout que c'est un frère qu'elle garde cher. C'est une relation qu'elle ne voudrait pas perdre pour aucune raison au monde. Et vous pouvez continuer? Continuer dans quel sens? Dans le sens du kidnapping. Vous faites madame. Ce que je pourrais dire, c'est que ce que je pourrais ajouter à ce que j'ai déjà dit, c'est que
j'ai écouté beaucoup de choses sur moi quand je suis arrivée au Cameroun et quand j'ai commencé à avoir mes idées dans la tête. Mais tout était vraiment farfelu. On a raconté comme quoi je suis entrée à Pointe-Noire avec $50. Mon argent, je l'ai changé à Duty Free Dubaï, à l'intérieur du terminal 3. C'était 1000 dirhams. Et 1000 dirhams convertis en dollars, c'était à peu près $236. Ça, c'est dans. On a fait savoir que j'étais une personne qui était dans une loge. Moi, je suis catholique et je suis très connue dans mes réseaux catholiques parce que je fais beaucoup de voyages, de pèlerinage à Sassé, à Manguin. J'ai été à l'internat de Macaque. J'ai eu l'envie d'aller à Vogt. Je suis dans les milieux catholiques jusqu'aux os, surtout que mon grand-papa, mon arrière-grand-père qui est un chef, n'a pas donné le terrain aux catholiques, hein. Il a construit une église à l'église catholique pour ses petits-fils. Donc je suis un peu produit de l'église catholique. Mais le jour où on me fait savoir que j'étais dans la secte, je me posais la question de savoir si c'était mon histoire ou c'était l'histoire de quelqu'un que j'avais vu dans mes rêves. Donc, monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne saurais quoi dire. Dans le visuel de l'Internet, de Facebook. Oui, monsieur. On a compris qu'on vous est drogué pendant votre séjour. Oui, on m'a drogué. Oui, on m'a drogué. Pourquoi je vais dire qu'on m'a drogué? De prime abord, je ne le dirais pas parce que je faisais confiance à ceux qui étaient avec moi. Et jusque-là, ceux qui m'ont reçu ont fait leur boulot à 100%. Mais je me rends compte que je suis droguée parce que à un moment, je perds l'appétit de ce qu'on me donne. Et ce qu'on me donne me rend de plus en plus faible. Ce qu'on me donne me rend de plus en plus agitée, me rend de plus en plus hystérique. Je peux me mettre en colère pour rien. Quand mon frère m'appelle au téléphone pour me demander pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, je me mets à beaucoup parler pour rien. Il suffit de dire je ne réponds pas au téléphone parce que mon téléphone est déchargé. Même j'en fais un problème. Mais mon téléphone était toujours déchargé parce que justement, on s'arrangeait toujours que mon chargeur soit gâté. Par exemple, et une autre chose, c'est que on s'arrangeait toujours à ce que mes communications soient suivies. Et je me suis dit, bon, si je suis suivi autant et que je suis gardé autant, pourquoi je vais parler à mon frère? Parce que déjà là, il commence à douter de moi. On lui dit que ta soeur est compliquée, elle se mêle des problèmes de famille qui ne la concernent pas. Mon frère dit, mais ma soeur, c'est quelqu'un qui est très difficile à approcher. Elle s'approche seulement aux amis. Et mon frère lui dit, non, ta soeur bavarde beaucoup. Elle dit trop de choses. Alors je dis, si on t'a dit que moi je bavarde beaucoup, je ne bavarderai plus. Et ainsi, je reste 7 jours sans bavarder. Et là, on vient me voir. La fille commence à me faire un chantage sentimental. Non, maman, je suis très fâchée. Ma soeur que j'aimais bien, quand elle est venue ici, c'est elle qui m'a acheté les comprimés de quoi manger. Elle s'est rendue compte que j'étais malade, que j'avais perdu les enfants. Elle m'a amené au marché. J'ai fait le marché avec elle. Elle m'a donné de l'argent. Mais aujourd'hui, elle ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai dû bien faire à cette fille? Je dis à sa maman, maman, s'il te plaît, je ne voudrais pas ça, je ne voudrais pas l'avoir à pleurer. Je suis pas venue ici rendre votre famille triste. Si je ne parle pas, c'est parce que monsieur Dika m'a fait savoir que je me mêle de ce qui ne me regarde pas et ce qui m'a été relayé par mon frère. Moi, quand mon frère est fâché contre moi, je m'arrête. Pourquoi? Parce que ma limite dans la vie, c'est mon frère. Tu peux m'enlever tout, mais il ne faut pas te mêler à mes sentiments avec ma famille.
si j'ai quitté ma famille pendant longtemps, c'est parce que j'ai besoin que ma famille ait la plus belle image de moi. Donc quand mon frère commence à douter de moi, je décide de ne plus parler. Mais le fait que je ne parle pas à votre fille n'a rien à voir avec son comportement. Non, j'ai travaillé avec des personnes de plusieurs moralités, de plusieurs nationalités. Je parle plusieurs langues, 4 langues. Le français, l'anglais couramment, je les écris. Je parle, j'entends très bien l'arabe et je peux même parler l'allemand parce que ma deuxième langue quand j'étais à l'école, c'était l'allemand. Guten Tag, woher kommst du? Donc, je peux m'exprimer en plusieurs langues et j'ai toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Je peux apprendre, j'ai même parlé un peu avec les Indiens, leur langue. Cette fille était tout le temps en train de me mettre dans les émotions. Je lui ai dit, ma chérie, je t'en supplie, je suis pas ton égal, s'il te plaît, et arrête de jouer ça avec moi. Reste de ton côté, je reste de mon côté. Et de la deuxième semaine à la 4e semaine, je n'ai plus parlé avec cette fille de rien du tout. De rien du tout. Chaque fois que je voulais parler avec elle, je demandais à parler avec monsieur Dika Lionel. Monsieur Dika Lionel m'a même dit, Victorine, tu ne peux pas vivre avec les gens et la personne qui t'a accepté chez elle, tu ne vis pas avec elle. Je lui dis, monsieur Dika, excusez-moi, moi je parle pas avec des fausses personnes. Mon travail m'a dressé et mon dressage, c'est que j'ai affaire aux gens que je respecte. Et le respect voudrait que je ne dise pas n'importe quoi et que je ne monte pas en longueur de journée. Cette jeune fille vous dit que je suis compliquée, mais elle ne vous dit pas qu'elle commence les appels téléphoniques à 18h et qu'elle est finie à 4h et elle dort à côté de moi. Si j'étais compliquée, je lui aurais dit, ma chérie, pardon, garde ton téléphone, je suis en train de dormir. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais demandé un menu qui m'était à cœur. Je mangeais ce qui était sur la table. Donc, j'étais mal dans ma peau. Et j'étais d'autant mal parce que ma famille ne savait pas où j'étais. Oui, quand vous parlez, vous étiez mal dans votre peau. Est-ce que vous avez été violée? Honnêtement, non. Je n'ai jamais été violée, ni avant ma mésaventure, jamais dans ma vie, même pendant ma mésaventure. Et je prends toujours les précautions de ne pas être violée. Parce que je travaille dans l'hôtellerie, j'ai des stratégies d'éviter les viols. Quand quelqu'un commence à m'amener dans des endroits un peu louches, je m'arrête là. De quoi avez-vous été victime alors? J'ai été victime du chantage sentimental, j'ai été victime de l'emprise spirituelle, de la séquestration, de la torture même. J'ai été frappée, ça c'est sûr. Madame, la mère de la fille qui me reçoit m'a frappée parce qu'il disait que j'étais folle, que j'étais possédée et que ma possession, je devais rentrer avec tout ce que j'avais amené comme bagage mystique. Donc on me frappait. Et je leur disais, moi je ne peux pas sortir de cette... Ça arrive quand mon frère commence à dire, vous allez payer le billet pour ma soeur. Parce que si je paye le billet pour ma soeur et elle n'arrive pas à destination, je ne suis pas convaincue. Alors là, mon frère leur dit à un moment, parce qu'ils ne peuvent plus payer mon billet, mon frère leur dit, je vais payer le billet de ma soeur. Mais rassurez-vous qu'elle puisse rentrer en vol direct. Alors ils commencent à me frapper en me disant de sortir de chez eux. Ils voulaient que je sorte à 5h du matin, 6h. Et je leur ai dit non, je ne peux pas sortir à 6h. Le contrat, c'était que je vais sortir à 14h et que je vais être déposée à l'aéroport là où j'ai été prise. Mais ils disent que non, je dois sortir avant. Pourquoi je devais sortir avant? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y avait un relais de séquestration. Bref, je ne sais pas. Moi, dans tout ce qui s'est passé, j'ai envie
de faire table rase sur ce qui s'est passé. Parce que même si la famille Bouanga m'a fait beaucoup de mal, ce qui est certain, c'est que je suis chez moi, je suis bien entourée, je ris tous les jours et je regrette même d'avoir choisi de faire ce voyage parce que je ris tous les jours. Personne n'aurait cru que je suis passée par un stress au plus profond. Dès que je suis arrivée chez moi, la folie, si j'étais folle, elle s'est volatilisée. Je suis très heureuse. Ceux qui m'entourent et ceux qui sont même les internautes savent que je vais très bien. Mais je voudrais avoir quelques minutes pour avoir une parole pour Monsieur Dika et pour Mademoiselle Fleur de Lille. Parce que Mademoiselle Fleur de Lille a dit beaucoup de choses me concernant et je suis curieuse que cela vienne d'une compatriote. Oui, elle a dit beaucoup de choses. Elle a fait passer mon frère pour celui qui était le chef bandit dans ce film. Elle a dit que le garçon était dans les sectes, bref. Elle a fait comprendre que mon frère voulait me vendre et tout. Mais ça m'étonne que quelqu'un qui quitte l'Allemagne laisse sa femme de manière continue chaque fois pendant un mois, soit celui qui veut te vendre. Donc je ne sais pas vraiment de quoi mon frère est coupable dans cette affaire. Moi je suis la victime, mais elle me fait passer pour la coupable. Je ne sais pas de quoi je suis coupable et je voudrais vraiment qu'elle me dise de quoi je suis coupable. Est-ce que je suis coupable d'avoir été frappée, d'avoir été traumatisée? Bref, je ne sais pas de quoi je suis coupable. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris Madame Fleur de Lille. Je l'ai compris peu à peu quand je suis arrivée au Congo. J'ai compris que j'étais coupable parce que je n'avais pas permis à toute la galaxie d'escrocs, de menteurs, de voleurs, de tueurs en série. J'avais arrêté le travail qui devait être fait. Ce travail qui consistait à escroquer mon frère davantage, à salir son image devant les autorités européennes, à salir mon image devant le monde entier. Mais je me demande pourquoi tout cela a été fait et dans quel but. Mais qui a envoyé même les images, les photos, les images de ton kidnapping à Pablo? Je pense que c'est Monsieur Lionel Dika lui-même, parce que ça faciliterait la panique, ça faciliterait la frustration, parce que si mon frère savait que j'étais folle, il était facile de lui extorquer l'argent. Si mon frère savait que je suis malade, il aurait toujours fait quelque chose pour leur apporter la rançon. Donc, je pense que c'était ça le but en fait. Combien de jours? Non, nous sommes plus loin, nous sommes ma très chère compatriote Fleur de Lille. Bon, j'ai envie de parler à Fleur de Lille. Et pour parler à Fleur de Lille, permettez-moi de lire. Je vais lire parce que Fleur de Lille, c'est une grande dame à mon avis. Hein. C'est une fille que je respecte parce que je suis une femme. Et je pense qu'on doit toujours donner la valeur à la femme. Même si moi, mes images ont été publiées sans mon consentement, même si elles ont été traitées
de la pire manière parce qu'on s'est arrangé que ce soit les photos les plus bizarres du monde. Moi, je vais garder cette éthique-là. Je vais garder c'est-à-dire ce feeling-là qui fait que Fleur de Lys et moi, nous soyons des compatriotes. Donc, Fleur de Lys, excuse-moi, je ne peux pas improviser sur ce qui te concerne parce que je te respecte. Et voilà ce que je vais te dire. Ma chère compatriote Fleur de Lys, tu me traites de pratiquant de secte. Tu l'as dit. Mais je pense que c'est un montage de M. Lionel. Votre organisation qui filmait les images afin de transmettre à mon frère dans le but de me traumatiser et de m'escroquer davantage. Dans un live titré « Kidnapping d'une jeune Camerounaise au Congo », vous m'avez accusé de quoi? Je suis victime d'une bande d'escrocs et de proxénètes criminels. Mon frère jumeau Pablo est victime de la prise en charge de ma traversée vers l'Europe, d'où il fait l'Allemagne, Mélouse, France, 4 fois de suite pour aller remettre les fonds à M. Lionel Dika, avec tous les risques. Et vous osez interpréter cela comme crime. Ma compatriote Fleur de Lys, tu as attaqué mon amour propre, l'amour propre de mon peuple, les Bassa Batimpo au Cameroun et ailleurs, parce que tu as stipulé dans l'une de tes phrases que je devais rentrer, vendre les Mintumba à Edea et qu'on devait faire une collecte de fonds pour moi. Je pense que c'est mal me connaître, parce que je suis celle qui donne. Si les gens sont humbles, ils vont apporter la preuve que j'ai des personnes aux États-Unis qui ont reçu de l'aide venant de moi. Je ne citerai pas de nom. Vous faites les collectes de fonds pour payer la rançon du kidnappeur. Ce sont mes questions, Madame Flore. Qui sont les vrais kidnappeurs? Parce que si vous payez la rançon des kidnappeurs, je me pose la question de savoir qui sont les vrais kidnappeurs. Dis-nous, ma soeur camerounaise, pourquoi tu n'étais pas en Europe durant mon kidnapping? Je dis bien durant mon kidnapping. Car j'ai constaté que ton emploi du temps hors de l'Europe coïncide exactement avec le mien. C'est trop pour être vrai. Tu as fait beaucoup de communication sur ton opération de fesses durant mon live. N'était-il pas une diversion pour cacher ton implication dans ma disparition? Maintenant, quand on parle de fonds et collectes, où sont-ils? Les as-tu déjà remis aux kidnappeurs, à moi la victime, ou a-t-on déjà bu le champagne à mon nom tel que tu l'as stipulé dans ton deuxième live? Moi, je suis au Cameroun, en bonne santé, parmi les miens. Ma compatriote Fleur de Lys, tu parles de Mintumba. Je ne sais pas de quel Mintumba. Mintumba, le réalisateur, appelé M. Kepombia, ou le Mintumba, l'aliment gastronomique de choix et de prestige des Bassa Batimpo. Que j'aille vendre les Mintumba à Edea, quel privilège, ma chère. J'ai été formé dans la dignité. Je parle, écris couramment des langues que tu ne parles pas et que je suis sûr que tu ne parleras pas. Je parle ma langue locale, celle de mon père et de ma mère. Le Bassa et le Bakoko, ensuite. Ma chère, ma profession est partout dans le monde. Je n'ai pas travaillé au Cameroun. Et même quand j'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé dans des grandes entreprises. Je peux citer quelques-unes. C'est mes Beach Hotel, Futuriste Hotel. Partout où j'ai travaillé hors du Cameroun, ça a été dans des endroits de prestige. Depuis mon arrivée au Cameroun, je suis invité sans frais à travers le monde. Mais toi, tu m'envoies vendre les Mintumba avec l'argent de
votre collecte. Ma chère, je ne connais pas ton nom de famille, mais j'aurais voulu dire alias Chokeche. Je ne sais pas. Et dis-moi. Je ne sais pas. Peut-être Kamtobis, parce que c'est un nom célèbre. Je peux te donner ce nom par volonté de te rendre plus célèbre. Si je décide de vendre les Mintumba, je le ferai à l'international. Et crois-moi, je serai honoré de le faire. Tu parles des enfants, des nobles familles africaines. Sache que la génitrice de la diva Chantal Aïssi a été la première Miss Cameroun et première Miss par la même occasion de l'Afrique centrale. Attention, fais très attention ma chère. On ne touche pas aux icônes éternelles comme Samuel Eto'o, Chantal Aïssi, Brenda Biya, Nathalie Koua. Aujourd'hui c'est le tour de North Victorine. Demain à qui le tour? Si tu connaissais la force de frappe de mon père, de ma mère, du peuple Mintumba que tu connais déjà au Cameroun et à travers le monde, vous ne devriez pas jouer à ce jeu. Personnellement, je voulais laisser tomber, mais vous m'avez appris que l'absence, les absents victimes ont toujours tort. L'histoire des imposteurs donne la mauvaise culture à des générations humaines. Je ne sais pas de quelle culture tu es originaire, mais je dis, mademoiselle, l'histoire des imposteurs donne une mauvaise culture à des générations. Cette fois-ci, je vais parler à M. Dibika. Oui, je vais parler à M. Dibika parce que je ne peux pas finir cette émission sans commencer par le début. Je vais commencer par M. Dibika. Vous allez être surpris que je ne parle pas trop de Mademoiselle Lynn. Pourquoi je ne parle pas de Mademoiselle Lynn, qui est ma compatriote des pays bamilekés? C'est parce que j'ai peur que cette fille ait été victime avant moi et que le fait qu'elle m'appelait sans cesse était une façon de payer aussi sa rançon. Je demande à tout le Cameroun de chercher cette fille parce que cette fille est en danger et moi j'ai même peur qu'elle ne soit plus en vie. On m'a dit que le monsieur était son beau-frère, mais avec cette histoire j'ai appris que ces gens mentaient beaucoup. Donc si la communauté bamileke existe, cherchez votre sœur Lynn. Son nom n'existe plus dans le fichier de la compagnie où nous travaillons parce que j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé et c'est curieux. Donc je n'aurai pas de droit de réponse pour quelqu'un qui peut-être est déjà au pays des morts. Mais à M. Dibika, donnez-moi le temps de vous lire votre part de vérité que je vous ai réservée. Monsieur Lionel Dibika, tu n'as pas fait ton job, crois-moi. Tu voulais me sacrifier pour l'orgie. Tu voulais me mettre dans une chaîne de prostitution de luxe. Une fausse religion, de fausses ONG, une fausse famille. L'esprit de transe divine qui m'a frappé vous a fait peur. Et votre dressage de ma personne et de ma personnalité n'a pas eu lieu. Je marche dans la lumière et votre bande dans l'obscurité. Je suis une digne princesse bantou. On ne me touche pas. On ne touche ni à mon âme, ni à ma personne. Je garde certains droits de réserve pour préserver la dignité des bons amis congolais qui m'ont soutenu, ainsi que le président de la République congolaise, M. Sassou Nguesso, et le colonel. Mademoiselle Compressor, sur les réseaux sociaux, qui a essayé de vous dire que vous avez touché à la mauvaise personne. À Pablo Prio Campbell, mon jumeau, que je dis ouvertement et en mon audiovisuel, si jamais quelque chose m'arrive à cause de ce groupe mafieux, ne t'en fais pas.
avant de mourir, je te dis publiquement, je t'aime. Même mon fantôme t'aimera. Donc, mais comme je sais que je ne vais pas mourir aujourd'hui, cher frère, crois-moi, je t'ai donné longévité, je t'ai donné prospérité, je t'ai donné richesse, parce que ce que ces gens ont pris ne sera que l'étincelle de ce que tu auras demain. Mais pardonne ta soeur, parce que si tu as commencé cette aventure, c'est à cause de moi. Aujourd'hui, ouvertement et en mon audiovisuel, je dis, mon frère, pardonne-moi. Je demande pardon à ceux qui m'ont fait confiance. Je demande pardon à ceux qui savent que je suis une personne de rigueur. Et je suis tombé si bas qu'il était difficile de me manipuler. Mais j'ai été manipulé, ça arrive à tout le monde. Peut-être j'ai encore été manipulé sans le savoir. Mais je sais que la grâce divine me permettra un jour de voir le cauchemar, de vivre avec des personnes malsaines derrière moi. Ainsi, à ma grande communauté, je dis merci de m'avoir pardonné parce qu'à cause de moi, vous avez été insultés. Je dis merci de m'avoir pardonné à mes frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Je sais combien vous êtes en Belgique. Je sais combien vous êtes en France. Je dis mes sœurs de sang. Je sais combien vous êtes en France. Je sais combien vous êtes en Espagne. Vous n'avez pas fait de ça une guerre ouverte. Je vous dis merci. Ceci s'est passé en plein fête de Pau, la fête des Bakoko. En plein fête de Ngondo, la fête des Sawa. Les Bassa sont en train de préparer leur fête. Et c'est la saleté qui vient sur la toile. Je vous dis merci d'avoir été des personnes de hauteur. Je dis merci à ma famille. Je dis merci à la grande communauté anglo-saxonne. Mais je vais leur dire merci en anglais. Parce que pour qu'ils comprennent que je ne les ai pas oubliés dans cette affaire. Thanks to the entire English-speaking diaspora. I'm so sorry that the English version is not yet ready. But I am giving a promise to come up to explanation. To you guys, please just be patient and give me time to thank you and thanks God. Thanks be to God. Thank you too much. Thank you to the whole world. Merci. Oui, merci beaucoup de votre version, mademoiselle Victorine. Je crois que maintenant, tout le monde entier va vraiment comprendre votre propre version. Parce que votre version est la seule version de la personne qui a subi ce kidnapping. Donc, aucune personne ne peut donner plus de vérité que vous. Merci, monsieur. Donc, ça fait dire que le kidnapping dans Victorine parlait de la version originale des faits de mes aventures, Dubaï via Congo. Donc c'est votre vraie version qui est la version originale. Je suis la vraie Victorine. C'est pas de Suzy, c'est moi-même. Je crois que avec l'amour de Dieu qui t'accompagne jusqu'à cette maison de production, nous remercions longue vie. Merci, merci monsieur. Longue vie aussi à vos ennemis. Merci aux techniciens. Merci au monde entier. Merci. Thank you. Merci Dieu. Merci au président camerounais, merci à la nation camerounaise, merci au monde, merci.